Donc, on va laisser la parole au professeur Vincent Dayen, qui nous fait l'honneur de venir de Montpellier, donc chef de service du CHU de Montpellier. Merci Vincent. Merci beaucoup Voilà. Clémence, merci à tout le comité d'organisation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et on va parler un peu de l'actualité principale dans le kératocone, c'est les KERS, donc les anneaux halogéniques. C'est-à-dire que c'est plus des anneaux en PMMA en plastique qu'on pose maintenant, mais c'est des anneaux découpés dans du tissu de la cornée d'un donneur. Donc petit rappel sur les anneaux intracornéens, ça permet de régulariser et d'aplatir la cornée, notamment sur le méridien le plus cambré. Ça redistribue les contraintes mécaniques, mais avant de poser un anneau, il faut s'assurer de la stabilité du kératocone. Vous allez voir pourquoi après. Donc, on fait généralement le cross-linking avant, et j'ai minimum 6 mois, plutôt 1 an, voire 2 ans de recul de topographie avant de proposer un anneau. Les anneaux en PMMA, on les posait à 2 tiers de profondeur. Les anneaux halogéniques, donc les KERS, on les pose plutôt à 50% de profondeur. Donc, petit rappel, une addition tissulaire en périphérie de la cornée, ça va, plus l'anneau a une longueur d'arc court, plus ça va agir sur la toricité, donc sur l'astigmatisme. Et par contre, si on pose un anneau de 320, voire 355, ça va aplatir la cornée. Plus on le pose de façon centrale, plus ça aura de l'effet. Plus on le pose de façon périphérique, moindre sera l'effet, en toute logique. Donc, pour toutes ces dernières années, j'ai posé pas mal d'anneaux en PMMA, mais malgré tout, il y a quelques complications. S'il est un peu trop superficiel, il peut être extru. Il y a des cas d'inflammation, voire d'infection qui nous ont incité à faire des retraits d'anneaux. Et si le kératocone continue d'évoluer, on peut aussi avoir une migration en chambre antérieure. Ça m'est arrivé une fois d'enlever un anneau en chambre antérieure. Donc là, pour le coup, c'est assez délicat. Et depuis à peu près 2015, enfin plutôt dans les années, voilà, un peu à partir de 2015, mais plutôt fin de la 2018, c'est Suzanne Jacob qui a proposé ces anneaux découpés dans le tissu d'un donneur. Donc elle l'a publié en 2018. Et donc on va aller, alors elle utilise un trépan comme ça à double lame pour découper finalement un petit anneau de cornée. Qu'on va colorer, on va marquer la bauman, on va enlever l'épithélium et l'endothélium pour avoir le moins de réactions immunologiques possible. Et on va donc découper un segment, on va l'aplatir et on va le laisser après sécher sur une petite bande de coton pour en faire un petit anneau comme ça. Voilà, une vidéo personnelle. Alors, au CHU de Montpellier, on les découpe au laser femtoseconde. Je trouve que c'est quand même plus précis qu'à la double lame. Et ça permet justement de moduler un peu l'épaisseur et l'angulation éventuellement de ces anneaux. Donc ça, c'est la chambre antérieure artificielle. On va positionner donc un greffon d'un donneur. Alors, c'est des donneurs généralement qui n'auraient pas été greffés parce qu'ils avaient une trop faible cellularité endothéliale. Donc, on entre guillemets, gaspille pas la cornée pour un patient à qui qu'on doit greffer. Donc, on va positionner la chambre antérieure. Donc, on crée une succion artificielle sur une chambre antérieure artificielle. On fait un premier passage à 6,5 mm de diamètre et un deuxième passage à 8. Donc, ça fait un anneau qui fait 1,5 mm d'épaisseur. Donc là, on a tout le diamètre et on se retrouve avec 2 anneaux, donc potentiellement 2 patients. C'est ce qu'on peut faire ça. Et il faut vraiment bien le laisser sécher. Généralement, on prépare tous les anneaux, on fait des sessions, on prépare 3-4 on fait 3-4 cornets, donc ça nous fait 6 à 8 anneaux. Et après, donc on fait un tunnel au laser femto. C'est comme celui qu'on faisait pour les anneaux en PMMA. Par contre, la pose est un peu plus délicate. Il y a une petite courbe d'apprentissage parce que, contrairement au PMMA, c'est souple, donc il faut aller le tirer, le tracter. Il y a une petite boîte d'instrumentation dédiée. Voilà. Et on fait un petit contrôle OCT pour vérifier qu'on est bien positionné, ni trop profond, ni trop superficiel. Voilà. Évidemment, le bleu va disparaître en quelques jours. Donc voilà, après, là, on n'est même pas à 1 mois post-op. Et vous voyez que, comme je vous l'ai dit dans la diapo d'introduction, on est plus épais que les anneaux en PMMA. On peut être un peu plus central aussi. Donc, comme je vous ai dit, plus on est central, plus on a de l'effet. Donc là, sur la série, j'ai fait une trentaine de patients là, depuis 2 ans. Et je trouve que les résultats sont quand même meilleurs que sur les anneaux en PMMA. Par contre, c'est toute une logistique. C'est quand même beaucoup plus compliqué à mettre en place que le PMMA que vous recevez.
Donc voilà l'exemple d'une topo d'un patient avec, vous voyez, une belle amélioration topo. Et on a des améliorations aussi sur l'aberrométrie cornéenne, en tout cas sur le pentacam. Donc les bénéfices, l'évolution, donc voilà, on a un recul à peu près de 2 ans, d'une trentaine de patients. Il y a un cas de rejet décrit à la Fondation Rothschild. Nous, on a eu un cas quand même aussi assez inflammatoire où on a dû enlever l'anneau. Mais on peut présumer que c'est parce qu'on avait peut-être mal enlevé l'épithélium ou l'endothélium au début, on était peut-être moins méticuleux là-dessus. Je leur fais évidemment une sous-ponge de Dexa, voire de Kenacort dans certains cas, et des corticoïdes locaux pendant 3 à 6 mois. Donc, comme je vous ai dit, par rapport aux anneaux synthétiques composés à 5 mm, là, on peut se rapprocher du centre, donc on a plus d'effets. Alors, comme vous le savez, il y a quand même une certaine tension à la banque des tissus, donc on ne culpabilise pas parce que ça reste on commande spécifiquement des greffons avec une cellularité endothéliale faible. Je trouve qu'il y a moins de halo, que c'est mieux toléré. Il y avait des patients avec des anneaux en PMMA qui étaient très photophobes, avec beaucoup de phénomènes photiques. Et là, avec ces anneaux, ces KERS, je trouve que c'est vrai, il y a vraiment une belle biointégration. Et voilà, c'est quand même plus long, plus lourd logistiquement, mais les résultats et la sécurité est je trouve, meilleurs. Voilà, et on n'a pas ce risque d'extrusion, ou en tout cas, s'il y a de l'extrusion, c'est une extrusion d'un tissu naturel, donc il y a moins de risque d'infection. Donc pour terminer, si ça ne suffit pas, si on a, voilà, souvent on se retrouve avec un anneau, on passe, on va dire, d'un patient souvent qui a 3-4 dixièmes, on arrive à le faire passer à 6-7 dixièmes, et pour aller gratter encore 1 ou 2 lignes d'acuité visuelle, on peut faire un peu de laser topo guidé. Donc pour l'instant, j'en ai pas fait sur des KERS, pour être très honnête, mais je vous ai mis l'exemple d'un patient, parce que j'en fais, pour le coup, j'ai quelques patients, on en fait de temps en temps sur des anneaux en PMMA, parce que c'est souvent des procédures qu'on fait un peu plus à distance. Et la vidéo n'est pas passée, mais bon, c'était une vidéo pas très passionnante, juste d'un laser topo guidé. Et on a des résultats qui sont sympas. On arrive à amener des patients sans correction à des bonnes acuités, alors qu'on part souvent d'un patient qui a, voilà, on part sur des kératocones qui sont ni trop peu sévères, ni trop avancés. Voilà, c'était un exemple de TopoLink sur un patient où on voit que les aberrations optiques, la coma s'améliorent bien. Merci de votre attention. Et donc, on va enchaîner avec le docteur Diaz sur l'implant Galaxy. Si vous avez des questions sur les KERS, il y a encore une petite minute. Oui, si finalement, est-ce que les résultats sont similaires aux anneaux synthétiques? On va lancer, là, il y a une étude qui est en train d'être lancée justement par la Fonda, où on va comparer anneaux synthétiques KERS. Alors moi, comme ça, mon ressenti, mais c'est très subjectif, hein, c'est pas une étude randomisée, je trouve que j'ai les meilleurs résultats. Globalement, j'ai même des résultats assez... Alors, c'est vrai que sur les anneaux en PMMA, je disais toujours aux patients, c'est un tiers rien, un tiers d'amélioration topographique et un tiers d'amélioration subjective. Et en général, combien de temps après ça se résorbe, cette œdème qu'on peut avoir après ces anneaux? En combien de temps? Alors, non, les patients, ils récupèrent très très vite. Hein. En 48 heures, ils récupèrent avec les KERS. Hein. Mais tout comme avec les anneaux en PMMA. On avait des actions assez mécaniques rapides, en fait. Hein. D'accord. Voilà. Merci. Je disais, il y en a eu un à la Fondation Rothschild. Ils ont eu un rejet. Nous, on en a enlevé un. Enfin, c'est ma collègue, c'est Fanny Babot, qui a eu une extrusion comme ça, où elle trouvait qu'il était très inflammatoire. Elle l'a enlevé. Voilà, ça reste quand même, effectivement, il y a des cellules épithéliales et endothéliales. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut bien prendre le temps d'enlever l'endothélium. Maintenant, moi, je trempe, une fois que j'ai bien gratté l'endothélium et l'épithélium, je le trempe un peu dans l'alcool aussi. Je fais un petit passage dans l'alcool pour être sûr que j'ai enlevé toutes les cellules et que je vais juste insérer un peu de stroma, donc le tissu le plus inerte possible. Voilà. Merci. Avec plaisir. En fait, donc finalement, l'ordre, c'est Serge Devanne, KPS hors note.